Je pense que les 10 minutes se sont transformées en 30 minutes. Mais allez, c'est toujours, la discussion, elle est toujours... Donc, je pense qu'on va reprendre nos travaux. Donc, il va y avoir une deuxième communication. Donc, on a parlé de... Enfin, j'ai parlé de la présentation de l'Envredette. Donc, en résumé, c'est une agence sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui est en charge de la valorisation des résultats de la recherche. Donc, notre but est de sensibiliser tout ce monde-là, universitaire, beaucoup plus, pour, avant de commencer un travail de recherche, il faut connaître quand même certains principes. Donc, j'ai parlé des objectifs et des missions, ce que fait l'Envredette, les domaines d'intervention, la communication. Et maintenant, on va passer au processus de valorisation. Donc, nous avons processus de valorisation et nous avons processus d'accompagnement. Je vais commencer par le processus de valorisation. Donc, nous avons tout au début ce qui est mis là en rouge, soumission de projet. Donc, tout porteur de projet susceptible d'être accompagné doit déposer son projet au niveau de notre agence. Bon, ça se fait soit physiquement, il y a une fiche d'identification qu'il faut remplir impérativement. Donc, elle comprend des informations sur le porteur de projet, disons un petit CV. Il y a des questions sur le brevet, sur la publication, sur l'état de l'art de l'innovation, c'est le point, c'est pratiquement la pièce maîtresse de tout le document. C'est à partir de là que les experts vont comprendre ou pas votre projet. Donc il faut, lorsqu'on remplit la fiche d'identification, lorsqu'on arrive au point état de l'art, c'est là qu'il faut bien expliquer. Parce qu'il faut se mettre à la place de l'expert. Imaginez un expert du domaine qui maîtrise très bien, qui connaît très bien le domaine, et vous allez donner 2 ou 3 lignes, il ne va rien comprendre. Ça, je vous le garantis. Mais si vous donnez des détails, plus de détails, mieux les experts vont comprendre le projet. Donc, ça, c'est une fiche, elle est basique, elle n'est pas très compliquée. Il faut impérativement la remplir bien, clair, net. Vous pouvez l'envoyer par Internet, vous pouvez la ramener au niveau de notre agence. Donc, tous les moyens de transmission sont valables. Ça, c'est la première étape, donc la soumission de projet. Autrefois, oui. Oui, si tu peux. Donc, au début, lorsqu'on a commencé à accompagner les porteurs de projet, on faisait 4 séances d'expertise par an, pratiquement chaque trimestre. Qu'est-ce qu'on fait durant le trimestre? On ramasse les candidatures, donc on sensibilise, comme on vient de le faire là, c'est inciter les gens qui ont des projets innovants, des résultats de recherche, qui veulent créer leur entreprise ou bien vendre leur brevet, à s'approcher de l'Envredette et à soumissionner. Donc c'était chaque 3 mois, on faisait une séance d'expertise. On fait appel à des experts. Donc ils viennent, d'experts. Donc ça veut dire que nous, notre travail, c'est d'identifier de quel domaine il s'agit. Vous savez, des fois, c'est un travail un peu difficile parce qu'il y a des technologies qui concernent 2 domaines. Par exemple, si je prends le cas de la télémédecine, alors, quel est l'expert qu'il faut appeler? Est-ce que c'est des médecins? Est-ce que c'est des gens de technologie de l'information et de la communication? Donc, on ramène les 2. Celui qui est côté santé, c'est lui qui va expertiser l'aspect santé. Et dans le domaine de technologie de l'information, c'est... Donc, des fois, 2 experts, ça peut atteindre 3 experts dans un même projet. Donc, il faut vraiment repérer les experts, les appeler officiellement, les rémunérer, leur soumettre le projet avec un document de confidentialité, parce que vous allez donner des détails. Donc l'expert va
signer un document de confidentialité concernant ce qui va expertiser les détails et tout pour que le porteur de projet soit protégé. Donc, c'est tout un travail qui est... Bon, ça, c'était l'ancienne méthode. Donc, chaque trimestre, il y avait une sélection. Avec le temps, on a remarqué qu'il fallait peut-être modifier un peu, innover dans notre façon de faire, puisqu'on fait de l'innovation. Donc, on a dit, on va changer un peu la méthode, on va lancer cet appel à candidature sous forme d'un concours qu'on a appelé Tethmine. Donc, ce projet a duré 8 mois, je pense, le temps de collecter. C'est vrai, c'était une première expérience, donc on a fait des rallonges de temps plusieurs fois, 2 ou 3 fois, parce que les gens nous sollicitaient. La soumission, c'était le projet plus une vidéo, sous forme d'une vidéo expliquant le... Peut-être vous allez vous poser la question, pourquoi une vidéo? Tout simplement, le porteur de projet, lorsqu'il va porter une idée, il faut qu'on sache de qui il s'agit. Est-ce que c'est quelqu'un qui a la capacité d'être un entrepreneur ou pas? Donc on a... Et plus une vidéo, c'est plus rapide que d'écrire. Donc on a reçu une 60aine de projets. Et on a fait une petite sélection à l'interne, mais malheureusement, au moment de lancer, de sélectionner les meilleurs projets, il y a eu un changement à la tête de l'agence. Donc le projet a été gelé, je ne dis pas abandonné, non, parce que les projets sont toujours à l'envredette. Donc il a été gelé le temps que la nouvelle directrice prenne connaissance un peu des activités, de ses activités. Donc incessamment, parce que c'est nouveau, ça à peine 3 mois. Donc on va relancer. On va relancer mais l'adhésion, ça veut dire la soumission de projet au niveau de l'envredette se fait toujours en ligne, vous pouvez le faire, hein, toujours, vous êtes toujours les bienvenus. Donc ça, c'est la soumission de projet. Donc à partir de là, l'envredette va créer une fiche d'identification, fiche de création de fiche de projet. Donc le porteur de projet aura sa fiche officiellement. C'est la fiche qui va le suivre et qui va être soumise à l'expertise. Donc voilà, c'est une fiche interne. À partir de là, nous avons une évaluation interne du projet. Ça veut dire que ce n'est pas tous les projets qui vont passer au CTS. Donc je répète, CTS, c'est Comité technologique spécialisé. Donc ce n'est pas tous les projets. Il y a une présélection, parce que vous savez, moi je ne doute pas des projets issus de l'université. On n'a jamais eu de problème avec toutes les universités. Les projets issus de l'université, bon, je le dis, c'est la vérité, c'est le niveau, c'est bien. Par contre, nous recevons des projets des indépendants, sans tout de même diminuer un peu de la valeur des indépendants, parce qu'il y a d'excellents indépendants, et il y a aussi, je m'excuse du terme, des gens qui sont un peu malades. Je m'excuse avec tous mes respects de la recherche. Des gens qui vous disent, non, mon projet, il est bon, il faut la... Donc nous, on fait déjà une première sélection. Vous soumettez un projet qui n'a rien dedans, il n'y a rien. Les revendications, il n'y a rien. Comment vous allez juger que c'est un projet innovant ou pas? Donc, on demande de développer encore plus. Ils vous disent, vous savez, j'ai peur que vous me voliez bon, eh ben, vous avez peur, c'est un risque à prendre. Je ne peux pas dire plus. Donc, il y a une première expertise au niveau de c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est un peu difficile d'arriver. C'est pas tous les projets qui vont être accompagnés. Alors, donc, la première évaluation. Puis, il y a une deuxième évaluation. Donc, la deuxième évaluation, ça, c'est plus consistant. Elle se fait avec 2 grands axes. Le premier, c'est expertise technique et scientifique par CTS. Donc, je répète encore, ce sont des professeurs émérites dans le domaine, qui maîtrisent bien le projet, enfin le domaine, et qui connaissent, qui comprennent mieux le projet. Donc, ils vont l'expertiser techniquement. Est-ce que c'est faisable? Imaginez que quelqu'un il est dans la chimie, il nous ramène une combinaison, une formule. Moi, je ne suis pas chimiste, je saurais dire.
Mais l'expert, lui, il sait que c'est faisable ou pas. Est-ce que c'est du réel ou c'est de l'abstrait? Donc l'expertise, l'expert technique a la lourde tâche d'évaluer techniquement. Il y a certains projets mécaniques où c'est faisable, mais il y a certains domaines pointus, tels que la nanotechnologie, où il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de précision. Donc ces experts-là font le travail, ils sont rémunérés par l'Envredette. Donc le porteur de projet ne paye rien. C'est à l'Envredette de prendre en charge tout ça. Qu'est-ce qu'on a rajouté? La colonne là en vert pistache, expertise économique par les opérateurs économiques. Donc c'est une nouveauté pour l'Envredette. Ça veut dire qu'on a des académiciens, des professeurs et tout. Ils évaluent techniquement, mais il manque l'aspect commercial. L'évaluation ne se limite pas à la technologie. Il y a aussi l'aspect commercial. Est-ce que les gens qui sont dans l'économie, qui sont dans le domaine, côté financier, peuvent dire si c'est oui ou non? Est-ce que ça vaut le coup de lancer ce projet ou pas? Donc, il est composé de chefs d'entreprise qui sont avec nous dans le réseau, composé des gens, des bailleurs de fonds, soit des financiers, des banques, des fonds de garantie. Ils peuvent être des business angels. Quoiqu'en Algérie, business angel est très peu développé, malheureusement. Par contre, en Europe ou aux États-Unis, les business angels, ils ont un poids pour la création de l'entreprise. Donc, ils aident les gens. Nous, on n'a pas encore ces business angels. Mais dès qu'on a quelqu'un qui peut financer, qui peut aider, il est automatiquement intégré avec nous, bien sûr avec sa propre volonté. Donc c'est quelque chose qu'on a rajouté pour donner plus de valeur économiquement au projet. Bon, à partir de là, les experts font tout ça, il y a un rapport qui est signé par les experts et qui donne la totale responsabilité aux experts. Donc, lorsqu'on soumet le projet, on le donne sans CV. Ça veut dire que celui qui va évaluer ne saura pas de qui il s'agit, pour ne pas faire disons, du piston. D'accord? Donc, il va évaluer le projet. Puis nous, on va relier sa fiche, son CV, et donner un résultat qui va être signé et qui sera notre point fort pour demander budget d'accompagnement pour le porteur de projet. Donc, à partir de là, nous avons, c'est sûr, deux cas. Soit le projet, il est rejeté carrément, il n'y a pas d'aboutissement. Donc, on fait une décision de non-acceptation du projet. Il n'est pas éligible. Et s'il est accepté, bien sûr, on va l'informer par mail ou par courrier, ou l'informer que votre projet est accepté. Veuillez vous présenter à l'agence pour la suite de votre projet. Donc, lorsqu'il est accepté, il y a deux possibilités. Soit c'est la promotion, soit c'est la création. Donc, vous allez vous dire c'est quoi la promotion, c'est quoi la création. Donc, c'est le prochain slide. On va voir, on va commencer par promotion. Voilà, donc maintenant, alors vous vous souvenez, il y a deux possibilités, promotion, création. On va parler de la promotion. Donc, je reprends la même case. Projet accepté. D'accord? Donc, la première des étapes que l'Envredette engage, alors avant de passer au brevet, hein, c'est l'établissement d'une feuille de route. Je ne sais pas si... Donc, je vais vous montrer un petit exemple d'une feuille de route, comment elle se fait. Et c'est un peu, ça veut dire, lorsqu'on la réalise, ça prend un peu de temps. Parce que le porteur de projet doit avoir son mot, l'Envredette aussi, et il y a une petite recherche qu'il faut faire. Donc, c'est un peu... Bon, allez, je vais essayer de l'expliquer. On s'excuse parce que ça a été scanné. Ok, donc nous avons plusieurs étapes dans la feuille de route. Plusieurs actions. Donc, la première,
c'est l'étude, les études. Donc nous avons l'étude principale, c'est l'étude technico-économique. Et c'est je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit là-bas go, no go. Donc c'est possible, même le projet, il est accepté par le CTS. Il se pourrait qu'une fois qu'on va faire l'étude technico-économique, qu'on prend en charge, lorsqu'on va faire l'étude technico-économique, il se pourrait que le résultat soit négatif. Et cette étude technico-économique se fait via des bureaux ou des experts agréés par l'État et des indépendants, ça veut dire en dehors de l'enveloppe. Nous payons cette prestation. Une étude, des fois, ça peut atteindre 1 million de dinars facilement. 100 millions de centimes. Une étude. Bon, nous, on ne fait pas des études très poussées. Une étude de faisabilité économique et technique. Un petit aspect technique. Donc, les études, on fait appel à des bureaux d'études. Donc, on donne généralement un montant entre 400 et 500 000 dinars. 40, 50 millions de centimes pour... Donc la feuille de route, on la réalise avec le porteur de projet. On dit étude, on met le montant. Puis vous avez le développement technologique, qui est le prototypage. Donc il y a des gens qui ont déjà un prototype, donc c'est pas la peine de rajouter un montant pour le prototype. Mais ceux qui n'ont pas de prototype, on met un montant. Si le prototype coûte plus cher, on essaiera de trouver un partenariat, parce que le budget il est un peu limité. Donc, généralement, ça couvre un peu lorsqu'on met 1 million de dinars, 1 million 200, 2 millions de dinars pour couvrir les frais de réalisation du prototype. Généralement, ça rentre dans la fourchette. Donc, on met le montant. Vous avez aussi le développement technologique. Vous avez le... Hein? Voilà. Puis vient la propriété intellectuelle. S'il n'a pas de brevet, il faut prendre en charge le brevet. Est-ce que vous avez une idée combien coûte dépôt en Algérie d'un brevet? Quelqu'un a une idée? Vous connaissez déjà l'organisme qui s'occupe de la propriété intellectuelle? Je veux une réponse. Oui, c'est Lambda, oui. Lambda, c'est les droits d'auteur, très bien. Et industriel? L'INAPI, vous entendez parler de l'INAPI? Vous devez connaître cette institution. C'est l'Institut national de la propriété industrielle. C'est elle qui protège les brevets, les marques, les logos et les appellations d'origine. L'ONDA, Office national des droits d'auteur et droits voisins, ça, il s'occupe de trucs culturels, ça veut dire les publications, les logiciels, les vidéos, les films, les musiques. Donc tout ça, c'est droit intellectuel. Donc il faut bien mettre dans la tête, parce que s'il y a des gens qui travaillent sur des projets innovants, c'est la première des choses qu'ils doivent penser à cet aspect, c'est la propriété intellectuelle et industrielle. Donc on prend en charge un brevet, donc je vous donne à peu près, s'il coûte dans les 12 500 dinars. Ça c'est tarif de base. Hein. Vous dites que c'est rien, 12 500 dinars. Et c'est un brevet qu'il faut maintenir chaque année. 5 000 dinars. Et si c'est un projet excellent qui peut avoir un impact à l'international, il faut le protéger en international. Et là c'est plus de 3, 4, 5 millions de dinars. 400, 500 millions pour protéger un brevet à l'international. Donc il faut bien réfléchir à ces aspects. Vous avez aussi les formations. Donc, porteur de projet, il veut créer son entreprise, il faut bien qu'il soit formé sur l'entrepreneuriat. Je pense que ça se fait là au niveau de l'université, les bleus, peut-être les... Donc ils font un peu les formations. Nous aussi, on prend en charge les formations. Donc nous avons deux catégories de formation, personnalisée et généralisée. Donc généralisée, c'est... comment créer son entreprise, connaître un peu la comptabilité, les finances, la gestion de l'entreprise, déclaration CNAS des employés, comment payer les taxes, la TVA, donc connaître tous ces aspects-là, parce qu'il veut devenir un entrepreneur, donc il faut qu'il connaisse ces aspects-là. Et spécialisé, des fois il a besoin de perfectionner un peu pour aller
plus loin sur son développement. Donc, c'est une formation que lui, il choisit. Il nous dit, c'est une formation nécessaire pour moi, je dois la faire. Donc, on met, et donc, tout ça, on met un budget à côté, donc, sur la feuille de route. Donc, ce sont quelques aspects dans la feuille de route, quelques actions que l'Envedette prend en charge. Il y a encore d'autres, tout dépend du projet. Chaque cas est unique. Tout projet a une spécificité. Voilà, donc, après la feuille de route, bon, c'est quelque chose que j'ai oublié de rajouter entre projet accepté et brevet. Donc, c'est la feuille de route, réalisation de la feuille de route. Puis, vous avez le brevet. Donc, je rebondis sur le brevet. Le brevet, je vous ai donné quelques chiffres, combien ça coûte. Et il est indispensable que chaque étudiant qui travaille sur un projet, qui a des chances d'aboutir à une création d'entreprise ou à une cession, une concession de licence, doit impérativement protéger son travail. Moi, je voudrais bien réagir معكم pour que je puisse développer. Parce que je ne sais pas, j'espère que... S'il vous plaît, répondez-moi, est-ce que le message alors il ose? Oui? Le brevet ou bien l'accompagnement? Oui, le brevet, tout dépend de comment est-ce qu'il est actif, ça veut dire le porteur de projet, est-ce qu'il est très actif ou pas? Ou lorsqu'on prépare, on rédige le brevet. Lorsqu'on le rédige, des fois, c'est des petits brevets, le porteur de projet peut le rédiger. Mais des fois, lorsque c'est une technologie de pointe, très, très pointue, il faut quand même un mandataire. C'est pour ça, je suis en train de parler du brevet. C'est pas seulement les 12 500 dinars. 12 500 dinars, ce sont des taxes qu'on paye à l'État pour qu'il nous protège officiellement. Mais lorsqu'on écrit le brevet, lorsqu'on le rédige, c'est très important de choisir les mots. Parce que lorsque vous allez faire une étude d'antériorité sur la base de données de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, il se pourrait que vous allez trouver le même projet que le vôtre. Donc, vous savez combien sa base de données, elle est de 100 millions de brevets. 100 millions de brevets. Donc, il faut vraiment être connaisseur. Donc, lorsqu'on revendique très très précis, on a beaucoup de chances que le brevet passe national et à l'international. D'accord? Oui. Est-ce que vous parlez d'un travail juste, ça veut dire, comment on dit, ça veut dire une publication ou bien un projet technologique avec un prototype, avec un brevet? En termes de? Oui. Oui. Maintenant, tout dépend de quel projet vous parlez. Est-ce que c'est quelque chose qui est protégé dans le pays où ils sont en train de faire du copiage? Oui. Non, non, là, ça veut dire que lorsqu'il va faire le brevet, si celui qui a développé déjà cette idée, ça veut dire qu'il n'a pas protégé, il n'a pas mis dans la base de données mondiale, ou bien dans le pays où il y a la personne qui est en train de développer. Il peut le développer, le déposer, c'est pas un problème. Mais s'il est déposé à l'international, il ne pourra rien faire. Il ne peut pas le déposer. Lorsqu'il va le déposer, ils vont lui dire, ce brevet existe déjà. Mais s'il n'est pas dans ce pays-là, ils ne peuvent pas savoir s'il est... Avec Malice, je ne sais pas s'il y a un micro. عيط شوية طلع شوية الصوت. Oui. Oui.
Oui, vous pouvez faire un brevet, mais lorsque vous... Non, non, vous pouvez faire un brevet, mais lorsque vous allez revendiquer, qu'est-ce que vous allez revendiquer? Juste le virtuel? Ça veut dire que l'examinateur du brevet va vous dire, monsieur, votre brevet ne tient pas debout. Ouais, c'est possible. Mais comme il peut, par exemple, vous dire, oui, c'est une idée que, même si vous n'avez pas de prototype, vous n'avez pas de schéma, juste lorsque vous revendiquez bien vos, ça veut dire les idées de ce que vous avez en tête, vous les mettez bien. Et lorsque l'examinateur va faire une recherche sur la base de données, mais c'est bouche, il va vous donner votre... Même s'il n'est pas réalisable plus tard, ou eux, ils ne cherchent pas à savoir si... Ça veut dire le brevet, l'idée que vous avez, vous l'avez protégée. D'accord? Vous l'avez protégée, personne n'a parlé de cette idée. C'est bon, vous avez votre brevet. Ah. Mais un brevet, juste un brevet comme ça, il n'a aucun sens. Bon, il y a ce qu'on appelle un système actuel, mais ça n'a pas de sens. Oui, oui, faire un brevet à une idée, c'est pas logique. Ça n'a pas de sens. Vous savez que des fois les gens disent que, par exemple, l'INAPI, c'est une boîte aux lettres. Ça veut dire que vous venez, vous ramenez votre idée, vous la mettez, eux, ils font une étude de fond, de forme beaucoup plus. Le fond, c'est juste voir ce qui se fait dans la base de données. Ça veut dire que lui, il va taper sur son micro les termes que vous avez revendiqués. Si ils vont apparaître dans la base de données, donc il n'y a pas de brevet. S'ils n'apparaissent pas, vous avez votre brevet et ça n'a pas de sens. Oui, je vous comprends. Nous, on ne cherche pas ça. Ça veut dire que c'est pas... Pourquoi j'ai dit un résultat de recherche? Ça veut dire que ce n'est pas seulement l'idée. L'idée ne suffit pas à l'envers d'être. Je ne parle pas de l'INAPI. Mais nous, on a besoin d'un brevet. On a besoin. S'il a, tant mieux. S'il n'a pas, je dois débloquer une somme pour protéger son idée. Et la protéger, pas seulement c'est lui qui rédige. On fait appel à des mandataires spécialisés dans la propriété intellectuelle et industrielle qui va, ça veut dire qu'il va être rémunéré et qui va faire des échanges et développer et revendiquer son brevet à ce qu'il soit plausible. Mais maintenant, ce que vous venez de dire, vous savez, des fois, vous rentrez dans la base de données, vous allez trouver du n'importe quoi, mais étant donné que ça n'a pas existé, il vous donne un brevet. C'est clair, merci. Voilà. Donc, on continue. J'aimerais bien qu'il y ait de temps en temps comme ça des interpellations. Alors, après le brevet, donc, on le prend en charge. Il y a toujours un... Oui. Concernant, lorsqu'on vous soumet un projet, vous le soumettez à votre tour à une expertise, c'est ça, le CS, ce que vous CTS, oui. D'accord, le CTS. Pourquoi, après acceptation du CTS, vous acceptez le projet? Supposons qu'il soit accepté. Pourquoi vous faites appel, après cette étape-là, à une autre expertise économique? Pourquoi vous ne le faites pas avant? C'est-à-dire, vous faites en parallèle, vous consultez le CTS, donc c'est accepté, et en parallèle, vous consultez Très bien. Très bien. Bon, tout simplement, c'est une question de... C'est-à-dire que le budget pour payer les experts, c'est un budget qui est dans le budget de fonctionnement de l'agence. Par contre, le porteur de projet, son budget, il est dans le FNR. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire l'étude technico-économique avec le budget de fonctionnement de l'agence. Donc ça, c'est vrai qu'on aurait aimé que tout soit fait avant. C'est pour ça qu'on a fait le go, no go. Ça veut dire que le porteur de projet, lorsque je développe avec lui la feuille de route, je l'informe qu'il se pourrait que votre projet n'aboutisse pas. Il n'y a pas seulement l'expertise, enfin l'étude technico-économique, il y a aussi le prototypage. Il y a des fois des go, no go, certains projets. Parce que le prototypage, ça veut dire qu'il n'a pas de prototype. Moi, je vais l'aider avec 1 million de dinars pour réaliser le prototype. Et il n'arrivera jamais à le réaliser pour tel et tel et tel. Donc c'est possible que le développement technologique n'aboutit pas. Très rare, très rare. Il y a aussi certaines contraintes lorsqu'il s'agit d'homologation ou bien d'autorisation. Vous savez, je vous donne un exemple. Un porteur de projet qui a fait un projet qui s'appelle transmission de données informatiques via un laser, FSO. Un laser, il transmet des données très efficaces, sécurisées et tout. Mais il n'a pas étudié, ça veut dire qu'il va utiliser l'espace. Donc, il lui faut l'aval de l'ARPT, l'Agence de régulation des postes et télécommunications. Il ne savait pas.
Donc, lorsqu'on est arrivé à ce stade-là, il y a eu certaines contraintes. Donc, il se pourrait que les tests, l'autorisation soit un no-go. Moi, j'accompagne. Et arrive un moment où le ministère des TIC ou bien le gouvernement algérien vous disent non, vous n'avez pas le droit de... Donc, je ne peux pas continuer. Je ne peux pas l'aider à créer son entreprise puisqu'il ne peut pas. Donc, il y a certains no-go dans la feuille de route. Quoique, au préalable, parce que nous, on ne peut pas faire toutes ces études-là avant, durant les... Sinon, ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et on n'a pas... Le fonds, il est dans le FNR. Vous savez que le FNR, c'est un fonds, disons, perdu. Ça veut dire qu'il est destiné à la recherche. Je ne vous demande pas de le rembourser. C'est pour aider la recherche à se développer. Ça veut dire que je prends des risques. Je vous fais l'étude, je paye 400 000 dinars. Si ça n'aboutit pas, eh bien tant pis, on a essayé. Ça arrive. Mais dès qu'on a un projet qui aboutit, il va récupérer tout ce qu'on a dépensé pour les autres. Donc c'est problème de budget. Problème de budget. Vis-à-vis des experts, est-ce qu'on va se contenter d'un expert ou bien 3? Des fois, on met 2 à 3. 2 à 3 experts du domaine pour un projet. C'est-à-dire en termes de différence de connaissances, par exemple. Oui, on fait. Vous savez, des fois, peut-être que quelqu'un est un peu... Donc, on fait 2 à 3 par... Donc, des fois, ça peut atteindre jusqu'à 9 experts pour un seul projet, lorsqu'il s'agit de plusieurs disciplines dans le même projet. Ok, merci. Donc après, bon, j'ai donné quelques idées sur le brevet. Donc après, alors, dans le processus d'accompagnement, toujours on est dans la promotion du projet. Hein, c'est pas la création. Donc si vous vous souvenez, promotion, création. Je répète à chaque fois pour que ça soit un peu courant dans vos têtes. Alors, recherche de partenaires économiques. Donc ces partenaires-là, c'est le travail de l'ombre d'être. C'est des partenaires qui peuvent contribuer à la concrétisation ça veut dire de la promotion de son projet. Donc, c'est quoi donc, ce sont des partenaires, des chefs d'entreprise, des entreprises qui s'intéressent au projet et qui vous disent, bon, moi je vais accompagner, je vais aider, je vais peut-être prendre un peu de cette technologie pour mon entreprise. Parce que le porteur de projet là, il ne veut pas créer son entreprise. Donc, ce qu'on appelle la cession et la concession de licence. C'est-à-dire le cas là dont je suis en train de parler concerne beaucoup plus les professeurs, parce qu'ils sont professeurs, ils veulent rester chercheurs. Donc, ils vous disent, moi, je ne peux pas créer mon entreprise, mais je voudrais bien profiter des gains de cette innovation. Donc, on essaie de lui trouver un partenaire. Donc, c'est ce qu'on appelle la promotion. Donc, soit, ça veut dire une fois qu'on trouve les partenaires, si on ne trouve pas, ça arrive ou on ne trouve pas, on peut organiser un atelier de valorisation. J'ai parlé tout à l'heure d'un atelier, comment il se déroule. C'est-à-dire, à partir de là, le porteur de projet va expliquer son projet, faire une démonstration, puisqu'au préalable, on aurait fait peut-être un prototype ou bien un brevet qui explique un peu l'innovation. Donc, il va montrer aux opérateurs économiques son innovation. Et à partir de là, on souhaite que durant ces ateliers, il y ait disons, un partenaire qui va dire, moi, je prends cette technologie, je vais la développer et je vais vous payer tous les droits, les royalties, tout ce qui a un rapport avec... et c'est pas juste comme ça. Bon, moi, j'ai dit, c'est pour simplifier Alors, donc, soit un atelier de valorisation, soit participation au salon. Donc, dans sa feuille de route, lorsqu'il veut une promotion, on inclut un montant pour qu'il participe au salon. Vous savez qu'on a remarqué que les salons, professionnels surtout, donnent de très bons résultats. Surtout parce que c'est tout le monde qui s'intéresse à l'innovation en technologie qui vient là. Et il y a même des étrangers. Donc il y a de très fortes chances, durant ces participations au salon, qu'il y ait un marché ou
Ça veut dire conclure un marché ou un contrat avec le porteur de projet. Donc, on détermine à l'avance, disons, par exemple, s'il est dans les TIC, on lui dit il y a le CIFTEC, Salon international du futur technologique. Il y a le tel salon. Il est dans l'agriculture, il y a le CIMA-CIPSA. Il est dans la santé, il y a tel salon. Donc on détermine, on s'informe combien ça coûte participation, 200, 150 000, 300 000 dinars. On met le budget et lorsque le salon se rapproche, enfin, on participe, on paye la location du stand pour le porteur de projet et on l'oblige à chercher un partenaire, coûte que coûte. Donc ça, c'est deux façons de faire la promotion. Maintenant, une fois qu'on utilise ces deux, donc l'atelier ou... Donc, admettons, il se pourrait qu'on fasse un atelier, mais sans résultat. C'est possible. Il se pourrait qu'on lui paye un salon, mais pas de partenaire. Mais nous, on parle si, et on souhaite qu'il y ait un partenaire. Donc, la suite, ça sera la négociation de licence technologique. L'Envredette peut assurer ce genre de transaction qui est très, très délicat. Nous sommes toujours en train d'apprendre sur la négociation. Parce que lorsque vous négociez l'achat d'une voiture, occasion, c'est facile. Donc on négocie, puis je paye et je prends mon véhicule. La licence technologique, c'est autre chose. C'est complètement autre chose. Et il faut des spécialistes. L'Envredette toute seule n'est pas spécialisée mais elle a son réseau. Elle a des avocats spécialisés dans la propriété intellectuelle, dans la négociation des licences technologiques. Donc là, on paye aussi ce mandataire, enfin pas mandataire, un avocat spécialisé dans l'API, pour qu'il négocie au mieux pour nous, l'Envredette, pour le porteur de projet, et bien sûr pour le futur acquéreur de la technologie. Donc c'est des jours et des jours, peut-être des mois de négociation pour aboutir. Donc nous, on lui prend en charge tout ça. Négociation. Je vous donne un exemple, et d'ailleurs c'était pratiquement l'unique. On a fait des pieds et des mains pour prendre contact de Eniem, de Tizi Ouzou, qui font dans l'électroménager et tout. On avait une équipe, 3 porteurs de projets qui ont travaillé sur un chauffe-eau solaire. Et Eniem voulait importer des chauffe-eau solaires de la Chine. Eh bien, on est venu au bon moment. Le PDG d'Eniem a interrompu momentanément la négociation et a fait, enfin, pour l'importation, et a fait appel à l'Envredette et les porteurs de projets. Ils sont issus d'une unité de recherche UDES, unité de développement des équipements solaires. C'est à Alger. Elle fait partie du CDER, je ne sais pas si vous connaissez le CDER, le Centre de développement des énergies renouvelables. Donc, en négociant, on est allé, les représentants de l'Envredette, les porteurs de projets, représentants de l'UDES, représentants d'Eniem, eh bien, Eniem a voulu tout prendre, comme si la technologie, on l'a... Donc, ça n'a pas marché, dommage, c'est une expérience. Ça veut dire que ça nous pousse à réfléchir mieux pour les futurs. On se forme toujours dans ce sens-là, avec les Français, les Américains, qui maîtrisent très bien la négociation, propriété intellectuelle et licence. Donc, on fait de notre mieux. Ça veut dire, mettez dans la tête que si vous avez un projet et vous voulez le vendre, l'Envredette ne va pas vous dire « débrouillez-vous ». On va s'occuper de cet aspect-là. Mettez ça bien dans la tête. Oui. Bon, 2 questions. La première, c'est concernant l'entreprise sociale. Est-ce que l'entreprise sociale? Ouais. Social entrepreneurship. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Quelle est la question? Est-ce que vous prenez en charge ce qu'on appelle l'aspect entreprise sociale? Généralement très peu, parce que nous sommes beaucoup plus dans la technologie. Donc lorsqu'il s'agit de l'entrepreneuriat social, c'est bon. C'est vrai qu'on active un peu dedans, mais ça reste un peu... Ça sort un peu des prérogatives de... Parce que l'acronyme, c'est Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche, développement technologique. Mais, beaucoup plus les aspects technologiques. Mais on peut avoir, c'est-à-dire entreprise sociale à base technologique.
Par exemple, à un moment donné, par exemple, j'ai des amis issus de l'université qui font de l'informatique, mais sont en chômage. Moi, j'ai pris l'initiative de les faire travailler à travers un projet, chacun dans sa ville. Ça va tomber dans le freelance en quelque sorte. Oui. Je suis en train de ramener des projets et à chaque fois, je fais la distribution. Par exemple, Tiart, Wergla, Annaba, etc. Vous devez faire ça, ça et ça. Et ça, c'est l'entreprise sociale. Vous savez, on n'est pas vraiment là dans ces aspects-là. Ça veut dire qu'il y a un petit aspect, mais très minime. Ok. Très minime. Ça veut dire qu'on se base beaucoup plus sur des produits, beaucoup plus que des services ou des... C'est clair, ouais. Voilà, c'est clair. beaucoup plus... Deuxième question, est-ce que vous favorisez les solutions basées sur importation, par exemple pour les panneaux photovoltaïques? On se base sur les solutions importées. C'est-à-dire, c'est une solution, bon, c'est une idée, certes, mais en termes de matières premières, c'est-à-dire issu de l'importation. Par exemple, lorsqu'il s'agit de photovoltaïque, je connais par exemple l'usine à Aignagout, même le centre c'est à Bousmaïl concernant le... Bousmaïl, oui, c'est Bousmaïl. Oui. Mais il y a vraiment des initiatives, des gens qui ont de la connaissance, c'est-à-dire le savoir-faire, mais ça bloque quelque part. On a tout, même le sable, etc. Mais est-ce que, la question c'est, est-ce que vous favorisez par exemple un projet qui nécessite de la matière première provenant de l'étranger? Non, on ne favorise pas, au contraire. Ça veut dire que dans la fiche d'identification, lorsque vous allez soumettre votre projet, bon, moi, j'ai pas parlé de tous les aspects. À un certain moment, on parle un peu du marché, on vous pose la question sur le questionnaire, est-ce que la main-d'œuvre est algérienne ou étrangère? Est-ce que la matière première est algérienne ou étrangère? Si oui, quel est le taux d'intégration, le pourcentage? Donc, si une technologie la matière première n'existe pas là, et c'est un projet qui peut apporter beaucoup, même en important, même en utilisant des devises, et ça rapporte, pourquoi pas? Mais on essaie d'utiliser au maximum local. Mais s'il n'y a pas, on est obligé il faut que le projet aboutisse. L'essentiel, c'est que l'idée, elle est algérienne, elle est portée par un porteur de projet algérien. Maintenant, la matière première, on fera de notre mieux. Parce que, vous savez, dans ce cas-là, nous avons un porteur de projet qui fait dans le fourrage vert hors sol, c'est-à-dire qui fait produire la chiche que la vache mange, sans utiliser de terre. C'est une technologie très nouvelle. Lui, il a un procédé, il a besoin de beaucoup de composants électroniques, des capteurs d'humidité et tout. À chaque fois, ils nous disent bon, il faut que je parte en France pour l'acheter, est-ce que vous me financez tout? Non, on lui dit il faut bien chercher. On trouvera quelqu'un qui fabriquera. Donc, c'est vrai, en cherchant bien, on a trouvé. C'est-à-dire il ne faut pas se mettre dans la tête que matière première n'existe pas en Algérie. Il y a tout. Il y a tout. Donc, il faut qu'on élimine au maximum l'importation de matières premières ou de main-d'œuvre. Mais lorsque ça nécessite, on fait appel. Merci. Merci. Voilà, donc, négociation de licence technologie, on a dit que... Donc, dans le cadre de négociation, il y a aussi deux cas. La cession de brevet, c'est-à-dire le porteur de projet vend son projet, carrément. Je vends à telle entreprise, donc il y a un contrat à part. Il veut une concession d'une licence d'exploitation, ça veut dire qu'il va vendre à plusieurs partenaires, ça veut dire qu'il n'est pas limité par un seul, donc dans le contrat. Ça veut dire qu'il est partenaire avec plusieurs autres partenaires. Donc ce sont les deux cas de négociation de licence. Donc dans les deux cas, il y a un contrat. Un contrat. Donc, après négociation, il y a un contrat qui est établi et ce contrat-là doit être bien fait pour ne pas être pris à la fin, il ne va pas gagner. Donc, maintenant, on fait tout pour que le porteur de projet gagne à la fin. Donc, tout ça, il s'agit de la promotion. Maintenant, nous allons voir le deuxième cas. Donc, ma collègue va peut-être apporter un plus pour l'entrepreneuriat social. Okay. Bonjour, je vais vous parler de l'entrepreneuriat social. C'est vrai, l'Envodat, il intervient sur des projets qui sont beaucoup plus technologiques. Mais indirectement, c'est parce que quand vous dites l'entrepreneuriat social, c'est des projets qui ont des impacts, des retombées sociaux.
C'est pour régler des problèmes indirectement. Donc, on a par exemple un projet de Madame Kourachi, elle règle un problème social avec une plateforme technologique. C'est une plateforme où il fait des échanges des produits déjà utilisés, qu'elles soient immobiliers ou les meubles de maison, les meubles de maison ou des habillements, des vêtements et tout. Elle fait des échanges entre les familles, entre les étudiants. Si vous échangez, quels soient les articles scolaires, c'est une plateforme technologique, c'est vrai, c'est un logiciel, c'est de l'algorithme et tout, mais elle règle un problème social. Vous voyez comment? Donc, indirectement, on intervient dans l'entrepreneuriat social. Vous comprenez? Voilà, merci. Merci Mademoiselle Ounis. Bon, je rappelle Mademoiselle Ounis est assistante au département, c'est ma collaboratrice, donc on travaille ensemble sur la valorisation enfin la sensibilisation de l'agence via le monde universitaire. Merci Mademoiselle. Donc on a terminé avec promotion. Maintenant, création de start-up. Maintenant, c'est le deuxième aspect. Ça veut dire lorsque le projet est accepté, promotion, c'est une chose. Création, c'est quelque chose d'autre. C'est pratiquement l'incubation. Donc, on va voir. Donc, il y a toujours le projet accepté, c'est normal. Il y a toujours brevet. Donc, dans les deux cas, vous avez remarqué, il y a le brevet. C'est très important, le brevet, c'est très important. Donc, chers étudiants, doctorants ou professeurs, lorsque vous avez du travail de recherche que vous avez établi, pensez à protéger, surtout avant de publier. Parce que je sais que la plupart, ils cherchent à publier pour gagner des points, pour pouvoir espérer des postes, c'est bien. Mais lorsque vous allez voir votre projet voler, ça veut dire là, vous allez réfléchir 36 000 fois, vous dites, vous auriez dû attendre 6 mois ou une année de breveter, puis de publier à l'aise et tout. Donc faites attention. En Algérie, ça n'existe pas ce genre de... Mais les étrangers, ils le font tout le temps. Ils sont branchés sur la base de données, ils n'attendent que ça. Un projet publié sur telle revue, il prend le résultat, il cherche, il n'est pas protégé, il prend et il aura le brevet, et c'est vous qui avez sué pour l'avoir, c'est un peu malheureux. Donc, s'il vous plaît, faites attention, faites attention. Il faut protéger, il faut protéger, il faut protéger. Alors, donc, brevet, c'est indispensable. Puis là, au lieu qu'il y ait de recherche de partenaires et tout, avant, il y a l'incubation. Donc, le porteur de projet est admis en incubation. Soit il est incubé physiquement. Nous avons un incubateur au niveau de notre structure. Au dernier étage, c'est un incubateur qui comprend une douzaine de projets en simultané, avec chacun son espace, un PC, une connexion, un service minimum et un accompagnement. Donc, lorsqu'on fait des formations, des coachs, ils bénéficient de toutes ces... Ça, c'est au niveau de incubation physique. Maintenant, il habite à Alger, par exemple. Il est à Alger, donc il n'est pas obligé d'être tout le temps. Il a ce qu'il faut. Donc, il est incubé, mais pas physiquement. Il y a ceux qui sont loin, comme le monsieur tout à l'heure de Batna, il a dit... donc, on utilise un peu les structures qu'on a, sinon on lui loue. Donc, dans la feuille de route, on détermine qu'il va y avoir une location d'un espace pour une période d'incubation qui est généralement une moyenne, c'est 18 mois. C'est une moyenne. Hein. Il y a des projets qui nécessitent 6, 8 mois, 10 mois. Ils les réalisent en entreprise. Il y a d'autres qui peuvent aller jusqu'à 20 mois, 24 mois. Tout dépend de la consistance et qu'est-ce qu'il y a à développer ensemble. Donc, voilà, donc ce sont à peu près l'incubation. Alors, donc les six cases que vous voyez là, ce sont les actions qui existent dans la feuille de route. Ce sont les actions que l'ONVREDET propose ou offre pour le porteur de projet lorsque ces actions n'existent pas, parce qu'il y a des actions où c'est faisable. Alors, vous avez, par exemple, prototype. Le prototype, il se pourrait que le porteur de projet innovant vienne avec une idée, résultat, plus prototype. Il est bien fait, il peut faire des démonstrations.
Donc pourquoi l'aider encore dans le prototype? Ça ne sert à rien de dépenser de l'argent puisqu'il a. On peut peut-être rajouter une petite somme pour perfectionner. Peut-être qu'il l'a fait avec ses propres moyens. Je suis à Htab, je suis à Scott, je suis à Silk. Nous, on le développe parce que vous n'allez pas prendre ce projet à l'entreprise comme ça, à rafistoler. Il faut quelque chose commercialisable, un prototype. Donc nous, on l'aide dans tous ces aspects-là. Avec un prototype, vous avez beaucoup, beaucoup plus de chances d'écouler votre marchandise. En prototype, nous avons les études, l'étude technico-économique, je l'ai déjà évoqué. Vous avez certification et homologation. Il y a certains projets qui nécessitent d'être homologués. Sinon, il ne peut pas aller sur. Donc, nous, on l'aide à homologuer, qu'il ait un label, qu'il ait certification, ISO ou autre. Donc, ça coûte un peu cher, hein, les homologations, les certifications. Vous avez les tests, analyse et autorisation. J'ai évoqué le cas du laser. On a d'autres cas, surtout lorsqu'il s'agit de la santé, animale ou humaine. Une molécule, c'est vrai qu'en Algérie, on développe peu, mais une molécule, c'est à peu près 20 ans. Du début jusqu'à ce que la molécule soit commercialisée, c'est à peu près 20 ans de recherche. C'est très long, surtout lorsqu'il s'agit de faire des tests. Nous avons un porteur de projet qui est dans la médecine, qui a créé une petite prothèse au niveau des intestins. C'est une prothèse faite à base d'un polymère. Et ben, pour faire des tests, ça veut dire qu'on l'accompagne, mais malheureusement très, très doucement, parce que déjà, pour arriver à faire des tests sur comme des chiens, déjà, alors il faut 4, 5 ou 6 ans pour faire des tests et des tests et des tests, pour qu'après, on vous donne l'autorisation peut-être pour l'essayer sur... et il faut trouver des gens qui vont accepter de faire... Lorsqu'il s'agit... Oui, oui, c'est pour ça que j'ai dit, bon, moi je ne suis pas connaisseur, mais j'ai une idée à peu près comme ça. Je sais que c'est très long. Par contre, si vous avez fabriqué, disons, un stylo qui n'a jamais existé, il n'y a pas de risque, ça veut dire, ou ça fonctionne, ou si ça ne fonctionne pas, ça n'a pas d'effet sur l'être humain. Donc, c'est des autorisations qu'on essaye de sensibiliser le porteur de projet, en tête, pour qu'il avance. Alors, vous avez le coaching et formation, je l'ai expliqué tout à l'heure, bon, au fur et à mesure. Donc, si vous avez des questions sur coaching formation, vous les posez. Alors, il y a le dernier point qui est administration et logistique. Je ne sais pas, peut-être vous vous posez la question, c'est quoi ça, administration et logistique? Lorsque un porteur de projet est accompagné, disons qu'il est incubé, vous savez qu'il a besoin de petits trucs de base, petits services de base, que vous dites, oh, mais qu'à la fin, ça chiffre, et ça aide beaucoup. Je vous donne l'exemple du téléphone. Vous êtes à l'envredette. Vous arrivez à une étape où vous devez chercher des partenaires. Vous avez besoin d'appeler des gens. Donc ça rentre dans l'incubation, dans l'accompagnement. Vous avez une imprimante, vous avez besoin de papier pour imprimer des offres de services. Donc tout ça, on ne le met pas en tête, mais à la fin, vous pouvez vous retrouver durant les 12 ou 18 mois à 20 000 ou 30 000, 200 ou 300 000 dinars. Téléphone, fax, cartouche d'encre, les déplacements. Vous avez une mission pour tel partenaire parce qu'il vous a appelé, vous devez vous déplacer pour négocier les déplacements, les frais. Donc tout ça, on l'a appelé administration et logistique, y compris la location. S'il n'est pas incubé à l'envredette, il est à une pépinière. Donc on prend en charge, nous avons 2 porteurs de projet à Oran qui étaient à l'incubateur, enfin le pépinière d'entreprise. On a pris en charge pendant 18 mois toute... donc, imaginez 18 mois à 5 500 dinars le mois. Quand même, c'est un petit montant que le porteur de projet n'a pas. Donc, vous voyez un peu, l'accompagnement, il est très diversifié et il englobe tous les aspects qui ont un rapport. Maintenant, les chargés d'affaires au niveau de l'envredette doivent faire très attention.
Parce qu'il y a des porteurs de projets mal intentionnés qui vous ramènent une dépense qui n'a rien à voir avec le projet. Il faut faire attention que la dépense soit au service du projet. Voilà, donc ce sont les actions que l'on veut d'atteindre, accompagne. Puis, à partir de là, lorsqu'on fait tout ça, on arrive à presque l'avant-dernière étape, c'est la recherche de partenaires. Recherche de partenaires, il y a deux sortes de recherche de partenaires. Soit un partenaire qui vous accompagne financièrement à créer votre entreprise, soit un client, un futur client. C'est un partenaire. Ça veut dire qu'on fait une participation au salon, il décroche un marché parce qu'il a finalisé, il a son entreprise, bon, presque son entreprise, il veut commercialiser son projet, il trouve un partenaire qui va lui acheter sa marchandise. Donc il y a deux sortes de partenaires. Nous, on assure ces recherches de partenaires. Puis, à la fin, avant-dernière étape, j'ai mis création d'entreprise. La création d'entreprise, ce n'est pas juste une création. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un juriste qui va vous conseiller le statut de l'entreprise, une salle, EPIC, EURL, tout dépend, ou SPA. Il va peut-être vous faire les démarches administratives, il va payer les taxes, le BOEL, les taxes TAL, le registre, tout ça est pris en charge. Il ne paie rien, le porteur. Ça veut dire, c'est vrai que peut-être il paye, nous, on lui rembourse. Parce qu'il y a des fois des actions qu'on ne peut pas payer directement. Lui, il paye, il nous ramène les documents nécessaires administratifs, on rembourse. Et puis, lorsqu'il a son entreprise, donc c'est la mission de l'enveloppe est pratiquement à 99% finie. C'est vrai que les gens disent, ces entreprises, est-ce que la pérennité de l'entreprise, est-ce que c'est pas vraiment notre travail? Ça, c'est le travail du ministère de l'Industrie, de la PME. Mais nous, on a toujours un œil sur l'entreprise. Vous savez, les 10 dont j'ai évoqué, c'est vrai, 10, ils avancent. Mais il y a qui avancent mieux, il y a d'autres qui sont un peu ralentis. Ça ne veut pas dire lorsqu'ils nous appellent, j'ai besoin de tel et tel, oui, je prends le téléphone, j'appelle tel ministère, tel, voilà, s'il vous plaît, je vous envoie un porteur de projet créé dans le cadre de l'enveloppe et tout, aidez-le. Donc on ne lâche pas comme ça, il faut qu'on reste, ça veut dire qu'on utilise un peu du social, et c'est efficace parce que ce sont nos entreprises. On voudrait bien que plus tard, la prochaine fois, peut-être que je vais ramener un porteur de projet, il va donner son expérience. En direct. Oui. Oui. Est-ce que meilleur dans le projet ou bien meilleur dans la rentabilité, ça veut dire la commercialisation? D'accord. D'accord. Bon, pour le projet, nous avons un projet qui fait dans les biofertilisants, les bio-intrants. Je rectifie parce qu'au début c'était biofertilisants, maintenant il m'a dit non, c'est des bio-intrants. Ça concerne l'agriculture, c'est des engrais. Bon, mais c'est pas vraiment engrais. C'est qu'il a une méthode. Il fait une culture d'un champignon microscopique. Bon, je l'explique, je ne suis pas aussi biologiste ou agriculteur, mais je donne un peu l'explication pour que vous ayez une idée sur le projet. Donc, il développe l'agriculture, disons, 3 à 4 fois plus efficace que, ça veut dire une culture simple ou bien traitée avec des pesticides. Et en même temps, il est bio 100%. Parce qu'il utilise des champignons qui existent dans la nature et il va mycorhizer, c'est le terme qu'il utilise, ça veut dire mycorhizer, protéger la plante, mais il va pas, ça veut dire il va rester. Donc la plante va en profiter jusqu'à la dernière goutte. Et c'est bio et ça a donné des résultats excellents. Et il a produit le produit, ça, c'est côté produit. Donc, il est à la phase de commercialisation de son produit. Il n'a pas encore commercialisé, mais tout est prêt. Ça, c'est... sur les 10, il y a une entreprise qui fait c'est un service. Donc, c'est la gestion des carrefours et la voirie et tout, les ronds-points, les feux rouges et tout, avec un algorithme, enfin un logiciel qu'elle a conçu, elle est mathématicienne, qui est adapté à l'Algérie, spécialement.
Ce n'est pas comme le cas, ils ont voulu faire, ça veut dire arranger un peu la circulation en Algérie. Ils ont fait appel à un cabinet espagnol. C'est vrai il est très connu en Espagne, mais ça concerne les Espagnols. Ce n'est pas les Algériens. Ça concerne la mentalité espagnole et pas la mentalité algérienne. Par contre, cette demoiselle, elle prend en considération la mentalité algérienne. Ça veut dire que احنا يشعل الفeu rouge ما كان حتى واحد أحرق. Donc elle prend en considération ces paramètres. Vous dites que c'est un peu bizarre, mais c'est ce qu'elle fait. Et elle a un très bon résultat. Elle est sollicitée par plusieurs wilayats, Sétif, je pense Oran, Alger. Et donc elle travaille, commence à faire un chiffre d'affaires, donc c'est rentable pour elle. Et elle est sollicitée partout, même elle est sollicitée par le Wali d'Alger, sur la ville intelligente, c'est pas le Smart OBA, la Smart City, voilà. Donc elle est dedans. J'espère qu'on va la voir un jour briller encore plus. Donc ce sont deux exemples comme ça. Voilà, donc on a terminé avec les deux aspects, les deux débouchés de l'accompagnement, promotion, création de start-up. Je pense que c'est clair. Est-ce que c'est clair? Je veux un écho. Oui ou non? Oui, ça me rassure parce que j'ai peur que depuis ce matin, le message ne passe pas. Donc, c'est tout, on a passé le... Alors, donc, j'ouvre le débat. J'espère qu'il sera plus